À la fête de mariage, tout le monde s'asseyait loin de moi. Maintenant, ils ont découvert que je possédais une fortune de 5 millions de dollars. Dites-moi ce que vous pensez qu'il va se passer. Votre opinion est très importante et abonnez-vous. À ma chaîne pour soutenir mon travail, votre aide est très importante. Mes mains tremblaient tandis que j'arrangeais la robe bleu marine que j'avais achetée spécialement pour le mariage de mon petit-fils Lucas. C'était un modèle simple, mais élégant. Du moins, c'est ce que la vendeuse m'avait garanti. J'ai passé une fois de plus ma main sur le chignon que j'avais fait dans mes cheveux grisonnants, essayant de me convaincre que j'étais présentable pour l'occasion. La salle des fêtes était éblouissante, décorée de lumières dorées et d'arrangements de fleurs coûteux qui avaient certainement coûté une fortune. Chloé, la mariée, avait des goûts raffinés et tenait à un mariage luxueux. Mon cœur s'est un peu serré en pensant à combien mon Lucas devait avoir dépensé pour réaliser tous ses désirs. Quand je suis entrée dans la salle, j'ai cherché anxieusement des visages familiers. J'ai vu mon fils Thierry, élégant dans son costume gris, conversant animement avec quelques invités que je ne connaissais pas. À ses côtés, Brigitte, ma belle-fille, portant une robe rouge moulante, riait de quelque chose qu'une dame très bien habillée venait de dire. J'ai fait quelques pas dans leur direction, mais Brigitte a fait semblant de ne pas me voir, se tournant délibérément de l'autre côté. « Êtes-vous une invitée de la mariée ou du marié ?» Une réceptionniste jeune m'a abordée avec un sourire mécanique. « Je suis la grand-mère du marié », ai-je répondu, sentant un nœud dans ma gorge en réalisant que personne de la famille ne m'avait attendu à l'entrée. « Ah oui !» Elle a consulté une liste et son sourire a vacillé un instant. « Par ici, s'il vous plaît. » Mon cœur s'est serré quand elle a commencé à me guider loin des tables centrales, où toute la famille était réunie. Nous avons traversé presque toute la salle, jusqu'à ce que nous arrivions à une table dans le coin le plus éloigné, près des toilettes. Il y avait d'autres personnes âgées assises là, des gens que je ne connaissais pas. « C'est votre table. »« Madame Juliette », a informé la réceptionniste, tirant une chaise pour moi. Je me suis assise en silence, mes jambes flageolantes. De là, je pouvais voir parfaitement la table principale, où Thierry et Brigitte s'installaient avec la famille de la mariée. Lucas était radieux aux côtés de Chloé, qui portait une robe de mariée qui semblait tout droit sortie d'un magazine de mode. « Acceptez-vous une eau minérale ?» a demandé un serveur, remarquant mon expression. J'ai fait oui de la tête, incapable de parler. J'ai observé quand mon fils est passé près de ma table, conversant avec quelques invités importants. Ses yeux ont croisé les miens pendant un bref instant, mais il a rapidement détourné le regard, comme s'il avait honte. Honte de moi, de la mère simple qu'il a élevée seule après que son père soit parti trop tôt, de la femme qui a fait des ménages pour payer ses études, qui a économisé chaque centime pour qu'il puisse obtenir son diplôme, de la dame de la campagne qui avait gardé son accent du Berry, qui portait des vêtements simples et ne savait pas se comporter dans les événements sociaux raffinés qui faisaient maintenant partie de sa vie. Les larmes ont menacé de couler, mais je les ai retenues. Je n'allais donner ce plaisir à personne. J'ai appris dès mon plus jeune âge que certaines douleurs doivent être avalées en silence. Mais celle-ci faisait plus mal que toutes les autres parce qu'elle venait de mon propre sang. Le portable que Lucas m'avait offert à Noël dernier a vibré dans mon sac. C'était un message de Thierry. « Maman, il faudra qu'on parle de cette chambre que tu gardes encore à la maison. Brigitte veut la transformer en bureau. » Mes doigts ont serré l'appareil avec force. Cette chambre était le seul espace qui me restait encore dans la maison de mon fils, l'endroit où je gardais quelques souvenirs, où je dormais quand je leur rendais visite le week-end. Maintenant, même ça je ne l'aurais plus. La musique a commencé à jouer plus fort, annonçant la première danse des mariés. Tout le monde s'est levé pour regarder, sauf moi. Je suis restée assise, seule, observant mon petit-fils conduire sa nouvelle épouse sur la piste de danse. Chloé souriait, ses longs cheveux noirs balançant gracieusement. C'était une jolie jeune femme, on ne pouvait pas le nier. Mais il y avait quelque chose dans son regard quand elle m'a vue plus tôt. Une lueur de mépris mal dissimulée. « Mamie ?» La voix de Lucas m'a tiré de mes pensées. Il s'était approché sans que je m'en aperçoive. « Tu es bien ici ?» J'ai forcé un sourire. « Bien sûr, mon chéri. Tout va très bien. » Il a semblé hésiter, comme s'il voulait dire quelque chose de plus. Mais Chloé l'a appelé depuis la piste de danse
et il est parti, laissant dans l'air un baiser soufflé. Au moins ça, il le faisait encore. De petits gestes d'affection qui me maintenaient attaché à un espoir de plus en plus fragile. Le serveur est revenu avec l'eau minérale que j'avais commandée. J'ai bu une gorgée lentement, sentant le liquide glacé descendre dans ma gorge serrée. À la table principale, Brigitte gesticulait animement, racontant probablement une histoire pour impressionner les invités riches de la mariée. Thierry l'observait avec adoration, le même regard qu'il me portait autrefois avant de rencontrer cette femme 15 ans plus jeune qui l'a transformée complètement. J'ai pris mon sac et me suis levée en silence. Personne n'a remarqué quand j'ai marché jusqu'à la sortie de la salle. En chemin, je suis passée devant un miroir et j'ai vu mon reflet. Une dame de 68 ans, les cheveux grisonnants retenus dans un chignon sage, une robe bleu marine trop simple pour cet environnement. Luxueux, mais j'ai vu quelque chose de plus dans mes yeux, quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Une profonde tristesse mêlée à une étincelle d'indignation. Dehors, l'air de la nuit était frais. Je me suis assise sur un banc de pierre et j'ai sorti de mon sac une enveloppe froissée, la lettre que ma tante Béatrice m'avait envoyée quelques mois avant de partir, parlant du terrain dans le Morvan. « N'en parle à personne, Juliette », avait-elle écrit. « Garde ce secret jusqu'au moment venu. » Ce soir-là, seule à l'extérieur de la salle des fêtes, je ne savais pas encore que cette enveloppe gardait non seulement un secret, mais aussi la clé de ma libération. Pour l'instant, j'étais juste une grand-mère blessée, avalant en silence la douleur d'être mise dans un coin, comme un vieux meuble que personne ne veut voir. Les jours qui ont suivi le mariage ont été encore plus difficiles. Chaque matin, je me réveillais en espérant un appel, un message, n'importe quel signe que ma famille m'avait manqué après que j'ai quitté la fête sans dire au revoir. Mais le téléphone restait muet, sauf pour les publicités qui arrivaient, parfois. Un jeudi particulièrement froid, j'ai reçu un message de Brigitte dans le groupe de la famille. « Dimanche, déjeuner à la maison. Venez tous. » Mon cœur s'est réjoui un instant, jusqu'à ce que je voie le message suivant. « Ah, maman, ça va être difficile pour vous de venir. Chloé a une forte allergie et le médecin a demandé d'éviter le contact avec les personnes qui ont beaucoup de parfums ou de produits de nettoyage sur le corps. » J'ai relu le message plusieurs fois, les larmes brouillant ma vision. C'était encore une excuse, bien sûr. Brigitte trouvait toujours un moyen de m'exclure, toujours avec des mots polis qui cachèrent du venin. J'ai fermé le groupe sans répondre et je suis allée à la fenêtre de mon appartement, observant Paris se réveiller lentement. Les rues en pavé là-bas me rappelaient quand Thierry était petit et courait à travers, ses rires résonnant entre les bâtiments haussmanniens. Je le suivais, toujours attentive, toujours présente. Maintenant, c'était moi qui avais besoin d'attention, et il jetait à peine un coup d'œil dans ma direction. « Madame Juliette ?» Une voix masculine m'a appelée alors que je descendais chercher le journal. C'était un monsieur grand, aux cheveux blancs bien coupés et aux yeux doux. « Je suis Henri, je viens d'emménager dans l'appartement 302. J'ai quelques problèmes avec des documents et on m'a dit que vous connaissiez bien le quartier. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il parlait, direct et respectueux, qui m'a fait sourire pour la première fois depuis des jours. Je l'ai invité à prendre un café et j'ai vite découvert qu'Henri était veuf, qu'il avait 73 ans et qu'il avait déménagé à Paris après le décès de sa femme. « Je sais aussi ce que c'est que de se sentir seul », a-t-il commenté. Alors que je servais une part de gâteau au yaourt. Parfois, on a l'impression que le monde entier avance et nous restons en arrière. Ces mots ont touché profondément mon cœur. C'était exactement ce que je ressentais. Je lui ai raconté le mariage, comment j'avais été placée loin de la famille, les excuses de Brigitte pour m'éloigner des déjeuners du dimanche. Henri a tout écouté attentivement, sans me juger. « Avez-vous d'autres parents dans la région ?» a-t-il demandé. J'ai secoué la tête, me souvenant soudainement de la lettre de tante Béatrice. J'avais une tante dans le Morvan, mais elle est décédée il y a 2 ans. Elle m'a laissé un terrain, mais je ne sais même pas quoi en faire. Thierry dit que ce ne sont que des papiers sans valeur. Si vous voulez, je peux vous aider à vérifier ça, a proposé Henri. J'ai travaillé avec la documentation foncière. Pendant de nombreuses années. Ce même après-midi, j'ai cherché le dossier avec les documents que je gardais depuis le décès de tante Béatrice.
Quand Henri les a examinés, ses yeux se sont écarquillés légèrement. « Madame Juliette, avez-vous une idée de ce que vous avez entre les mains ?» Il m'a alors montré d'anciens articles de journaux sur la région. Une grande entreprise immobilière avait acheté plusieurs terrains dans le Morvan il y a 5 ans. Le terrain que ma tante m'avait laissé était parmi eux. La valeur ? 5 millions de dollars. J'ai eu besoin de m'asseoir. Mes jambes tremblaient. Ce n'est pas possible. Votre tante savait très bien ce qu'elle faisait quand elle a demandé le secret, a commenté Henri, me montrant d'autres documents. Elle a vendu le terrain, mais a tout gardé secret. Ce relevé bancaire montre que l'argent est sur un compte. À votre nom. Les mots de la lettre de tante Béatrice prenaient tout leur sens maintenant. Elle a toujours été très intelligente, très en avance sur son temps. Elle savait que si quelqu'un découvrait l'argent, je serais poussée à le partager ou à le donner. Dans les jours qui ont suivi, Henri m'a aidé à tout organiser. L'argent était vraiment là, protégé et fructifiant. Je pourrais vivre confortablement pour le reste de ma vie, aider des causes auxquelles je croyais, réaliser des rêves que je ne savais même pas que j'avais. Mais j'ai gardé le secret. J'ai continué à vivre modestement dans mon appartement, observant de loin comment ma famille s'éloignait de plus en plus. Thierry ne m'a pas consulté quand il a transformé ma chambre en bureau. Il s'est contenté d'envoyer mes affaires dans des cartons par le concierge. Un après-midi particulièrement difficile, après un autre déjeuner annulé, j'ai décidé de marcher jusqu'à la bibliothèque municipale. Là, j'ai rencontré Madame Denise, qui coordonnait un groupe de lecture pour les dames. C'était des femmes comme moi, avec des histoires d'abandon et d'ingratitude familiale. J'ai trouvé en elles le soutien que je n'avais pas à la maison. Ma fille m'a laissée dans une maison de retraite, a raconté Madame Sylvie, une dame de 75 ans. Elle a dit que c'était pour mon bien, que j'avais besoin de soins. Mais je sais que c'était pour vendre ma maison. En écoutant ces histoires, je sentais mon cœur se serrer. C'était comme regarder dans un miroir du futur. Serait-ce aussi ma destination? Je pouvais déjà imaginer Brigitte suggérer une maison de repos spéciale pour moi, loin des yeux de la société. La grossesse de Chloé a été annoncée 3 mois après le mariage. Lucas me l'a dit personnellement, ses yeux brillants de bonheur. Pendant un moment, j'ai vu en lui le garçon qui avait l'habitude de dormir sur mes genoux. Mais Brigitte est vite apparue, le tirant par le bras. « Lucas, chéri, ta grand-mère s'en va déjà, n'est-ce pas? Chloé a besoin de se reposer et... Tu sais comme les personnes âgées peuvent être fatigantes ?» J'ai avalé mes larmes jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Henri m'attendait dans le hall de l'immeuble, comme s'il savait que j'aurais besoin d'une épaule amie ce jour-là. Au cours des derniers mois, notre amitié s'était renforcée. Il m'emmenait visiter de nouveaux endroits à Paris, m'a présenté au groupe de danse senior au centre culturel, me faisait rire avec ses histoires. « Vous savez, Juliette, m'a-t-il dit alors que nous marchions sur la place des Vosges, parfois, la vie nous enlève quelque chose pour nous donner quelque chose de mieux. » Ce soir-là, seul dans ma chambre, j'ai pris un papier et j'ai commencé à faire des plans. L'argent du terrain n'était pas seulement un héritage, c'était ma chance de recommencer. J'ai fait des recherches sur des maisons dans les Alpilles, une région que j'ai toujours aimée. J'ai trouvé une ancienne propriété, avec un jardin rempli de lavande. Mais avant que je puisse prendre une décision, j'ai reçu un appel de Thierry. Sa voix était différente, presque suppliante. « Maman, il faut qu'on parle de l'appartement. Chloé a perdu son emploi, on a des dettes du mariage. Tu vis seule, tu n'as pas besoin d'autant d'espace. Si on vendait, on pourrait... » J'ai raccroché le téléphone avant qu'il ne termine. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti une force différente grandir en moi. J'ai regardé par la fenêtre, les lumières de Paris, qui ont été témoins de toute ma vie, et j'ai pris une décision. Ce ne serait pas moi, la prochaine dame abandonnée dans une maison de retraite. Ce ne serait pas moi qui vendrais mon espace pour résoudre les problèmes financiers des autres. Il était temps d'écrire une nouvelle histoire. Et cette fois, je serais l'auteur. Noël approchait, et les rues de Paris gagnaient cette brillance spéciale que seules les villes historiques peuvent avoir. Les décorations commençaient à apparaître sur les balcons des immeubles haussmanniens, une tradition que j'ai toujours aimée. Chaque famille y mettait une touche personnelle,
symbolisant ses souhaits pour l'année suivante. En rangeant des cartons anciens dans l'appartement, j'ai trouvé des photos des autres Noëls. Thierry petit, assis sur mes genoux, ses petits yeux brillants en voyant les lumières. Lucas apprenant à accrocher sa première guirlande lumineuse, ses petites mains protégées par les miennes. Combien de souvenirs gardés dans du papier. Madame Juliette ? La voix de Monsieur Dubois, le concierge, a interrompu mes pensées. Il y a ce courrier pour vous. C'était une invitation élégante, sur du papier nacré. La famille Dubois a le plaisir de vous inviter au réveillon de Noël. J'ai reconnu l'écriture de Brigitte immédiatement. Après 3 mois pratiquement, sans nouvelles, il se souvenait de moi pour le réveillon. Mon cœur a voulu se réjouir, mais quelque chose me disait qu'il y avait plus dans cette invitation qu'il n'y paraissait. Le même après-midi, je suis allée à la bibliothèque municipale. Le groupe de lecture était devenu mon refuge, un endroit où je pouvais être moi-même sans crainte de jugement. Madame Denise était là, rangeant des livres sur les étagères. « Vous savez, Juliette, » a-t-elle dit en me servant une tisane à la camomille, « quand mon fils a essayé de me convaincre de vendre ma maison, il a aussi commencé à m'inclure dans les fêtes de famille. D'abord un dîner ici, puis un déjeuner là. Jusqu'à ce qu'un jour, entre un dessert et l'autre, vienne le sujet de la maison de retraite. Ces mots ont résonné dans mon esprit pendant tout le chemin du retour. Dans l'ascenseur, j'ai rencontré Henri. Ces derniers mois, notre amitié s'était transformée en quelque chose de plus, même si aucun de nous n'avait le courage de l'admettre. Il portait un vase d'hortensia bleu. « Pour égayer ta journée, » dit-il, avec ce sourire doux qui faisait battre mon cœur plus fort. Et aussi, je voulais te montrer quelque chose. Dans son appartement, il ouvrit un dossier avec des prospectus de maisons dans les Alpilles. « Tu te souviens de celle que tu aimais? Celle de la rue des Glycines? J'y suis allée ce week-end. Le jardin est encore plus beau en vrai, plein d'arbres fruitiers. Et il y a un espace parfait pour un atelier. » Un atelier? Voyons, ne crois pas que je n'ai pas vu tes yeux briller quand tu as parlé de donner des cours d'artisanat. Ces pièces que tu fais, les broderies, les céramiques. Tu as un don, Juliette, et les Alpilles sont célèbres pour l'artisanat traditionnel. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Henri avait prêté attention à des choses que même ma propre famille ne remarquait plus. Au cours des dernières semaines, nous avions parlé de mon rêve d'enseigner des techniques artisanales traditionnelles, de préserver la culture que j'avais apprise avec ma mère et tante Béatrice. « Mais et toi ?» ai-je demandé, ma voix tremblant, légèrement. « Moi ? Eh bien, les Alpilles ont aussi besoin d'un professeur de musique retraité, » répondit-il, ses joues rougissant légèrement. Avant que je puisse répondre, mon portable sonna. C'était Lucas. « Mamie, tu vas venir au réveillon de Noël, n'est-ce pas? Papa et maman ont quelque chose d'important à dire. » J'ai promis que j'irais, mais cette sensation d'appréhension ne m'a pas quittée. Le soir du réveillon, j'ai mis ma plus belle robe, une vert foncé qu'Henri a dit assortie à mes yeux. J'ai attaché mes cheveux grisonnants dans un chignon élégant et j'ai mis un peu de rouge à lèvres. La maison de Thierry était magnifiquement décorée. Chloé, déjà avec un petit ventre de grossesse, circulait parmi les invités avec une robe qui coûtait certainement plus de 3 mois de mon loyer. Brigitte commandait la cuisine comme un général, donnant des ordres aux employés embauchés. « Maman !» Thierry m'a appelé après le réveillon, m'emmenant dans son bureau, l'ancienne chambre qui fut la mienne. « Il faut qu'on parle. » Je me suis assise dans un fauteuil en cuir, observant comment tous mes souvenirs avaient été effacés de cet espace. Il n'y avait plus le papier peint fleuri que j'ai choisi, ni les rideaux en dentelle que j'ai faits à la main. Tout était très moderne, très froid. « On s'inquiète pour toi », a-t-il commencé, tandis que Brigitte entrait silencieusement dans la pièce. « Tu n'es plus si jeune, tu vis seule. » Et avec le bébé qui arrive, a complété Brigitte, sa voix faussement douce. « Il faut penser à l'avenir. On a trouvé un endroit merveilleux, une communauté pour les personnes de ton âge. » Une maison de retraite, ai-je corrigé, sentant mon cœur se serrer. Une résidence-service, a insisté Brigitte, très élégante, avec des activités sociales. Tu commences à être un peu confuse, la semaine dernière tu as oublié le nom de la caissière du supermarché. Et il y a plus, a interrompu.
Thierry, évitant mon regard. Chloé a perdu son emploi, les mensualités de leur appartement sont en retard. Si on vendait ton appartement, on pourrait régler cette situation et garantir ta place dans la résidence. Je suis restée silencieuse, observant les deux. Mon fils, qui était autrefois si affectueux, pouvait à peine me regarder. Brigitte, satisfaite d'elle-même, feuilletait un prospectus brillant d'une maison de retraite de luxe. « Le bébé ne peut pas avoir une grand-mère dépassée dans les parages », a-t-elle continué. « Il faut penser à ce qui est le mieux pour tout le monde. » C'est alors que j'ai entendu des voix venant du couloir. C'était une conversation entre Chloé et sa mère. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Après qu'elle sera à la maison de retraite, vous pourrez rénover l'appartement et le louer. Elle a déjà vécu sa vie. Maintenant, c'est votre tour de briller. » À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'étaient pas seulement des mots cruels, c'était la confirmation que, pour eux, je n'étais qu'un problème à résoudre, un obstacle sur le chemin de leurs ambitions. Je me suis levée lentement, mes jambes tremblant mais ma voix ferme. « Non. »« Comment ça, non ?» a demandé Brigitte, son sourire vacillant. « Je ne vais dans aucune maison de retraite, je ne vais pas vendre mon appartement et je ne vais plus permettre qu'on décide de ma vie à ma place. » J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, les décorations de Noël brillaient de différentes couleurs. Moi, notre guirlande, pour la première fois depuis 25 ans, elle resterait éteinte. « Mais maman, » Thierry a tenté d'argumenter, « tu ne peux pas vivre seule pour toujours. Et l'appartement? Tu es copropriétaire, j'ai le droit. » Il a été interrompu par un coup à la porte. C'était Henri, avec son bouquet habituel d'hortensia. « Excusez le retard, Juliette. J'ai apporté les plantes pour décorer ta nouvelle maison dans les Alpilles. L'architecte a dit que le projet de l'atelier sera prêt la semaine prochaine. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Brigitte a été la première à réagir. « Nouvelle maison? C'est quoi cette histoire? Tu ne peux pas déménager. Et qui est cet homme ?» J'ai regardé Henri, qui m'a donné un sourire encourageant, puis mon fils et sa femme. Il était temps de dire la vérité. « Asseyez-vous, » ai-je dit, ma voix plus forte que jamais. J'ai une histoire à raconter. Ça commence avec un terrain dans le Morvan et une tante beaucoup plus maligne que vous ne l'imaginez. Le bureau étant resté dans un silence complet pendant que je racontais l'histoire du terrain dans le Morvan et la fortune que tante Béatrice m'avait laissée. J'ai vu le visage de Brigitte pâlir quand j'ai mentionné la somme. 5 millions de dollars. Thierry s'est laissé tomber lourdement dans le fauteuil, ses mains tremblant. « Tout ce temps ?» a-t-il murmuré. « Tu avais tout cet argent et tu ne nous as rien dit ? Et pourquoi je vous l'aurais dit ?» ai-je répondu, ressentant une force que je ne savais pas que j'avais. « Pour que vous me traitiez différemment juste à cause de l'argent. Pour régler les dettes du mariage luxueux auquel je n'ai même pas été invitée à donner mon avis ?» Brigitte s'est levée brusquement, son visage maintenant rouge de colère. « Comment as-tu pu ? Chloé a perdu son emploi, nous avons tellement de difficultés, et toi tu gardes une fortune pareille. Quel genre de mère fait ça à son propre fils ?» J'ai senti le sang bouillir dans mes veines. Tant d'années à avaler des mots, tant de nuits à pleurer seule. Il était temps de tout sortir. Quel genre de fils ? Ma voix est sortie basse mais ferme. Place sa propre mère à une table près des toilettes au mariage de son petit-fils. Quel genre de belle-fille invente des excuses pour exclure sa belle-mère? Des déjeuners de famille? Quel genre de personne prévoit d'envoyer une dame de 68 ans dans une maison de retraite juste pour pouvoir vendre son appartement? Henri a fait un pas en avant, posant gentiment sa main sur mon épaule. Sa présence me donnait de la force. « Tu ne peux pas déménager !» a pratiquement crié Brigitte. « Qu'est-ce que les gens vont penser? Une dame de ton âge, allant vivre dans une autre région avec un homme qui me traite avec respect ?» ai-je complété. Qui remarque quand je suis triste, qui se soucie de mes rêves, qui ne voit pas mon âge comme un problème à résoudre. À ce moment-là, Lucas est entré dans le bureau. Ses yeux étaient rouges. Il avait tout écouté. « Mamie », sa voix affaiblie. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Dire quoi, mon chéri ? Que ta grand-mère était humiliée en silence, que je pleurais seule après chaque excuse pour m'éloigner, que je voyais dans les yeux de ta femme le mépris quand j'essayais de m'approcher ?» Chloé est apparue à la porte, une main sur son ventre arrondi. Son visage était pâle.
Mais maintenant, ai-je continué, je vais utiliser cet argent d'une manière dont tante Béatrice serait fière. J'ai acheté une maison dans les Alpilles où je vais créer une fondation culturelle pour préserver l'artisanat traditionnel de la région. Une fondation, s'est levé Thierry. Tu vas dépenser toute ta fortune avec. De l'artisanat? Je vais investir dans quelque chose que j'ai toujours aimé, que vous avez toujours ridiculisé. Je vais enseigner des techniques que j'ai apprises avec ma mère, je vais préserver notre culture. Et tu sais quoi? Tout est déjà organisé. La maison est achetée, le projet de l'atelier est presque prêt, et dans 3 semaines, je déménage là-bas. Avec lui? A pointé Brigitte vers Henri, distillant du venin. Oui, avec lui. Henri a acheté la maison à côté de la mienne. Nous allons être voisins. Et plus que ça. Je l'ai regardé, il m'a souri gentiment. Nous allons commencer une nouvelle vie ensemble. Le chaos s'est installé dans le bureau. Brigitte a commencé à crier à l'ingratitude, Thierry parlait, de poursuites et de droits de propriété, Chloé pleurait en disant que je détruisais la famille. Mais une voix a pris le dessus, celle de Lucas. « Ça suffit !» a-t-il crié, faisant taire tout le monde. « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait, de ce que vous faites encore maintenant ?» Il s'est approché de moi, des larmes coulant sur son visage. « Mamie, pardonne-moi, j'ai vu tout ce qui se passait et je n'ai rien fait. J'ai laissé les autres te blesser, t'éloigner. » Lucas a tenté d'intervenir Chloé, mais il l'a ignoré. « J'ai aussi une annonce à faire, » a-t-il continué. « Si c'est un garçon, je vais lui donner le nom de grand-père. Et si c'est une fille ?» Il a pris mes mains. « Elle s'appellera Béatrice. » Brigitte a lâché un rire moqueur. « Tu es devenu fou? Je ne vais pas laisser mon petit-fils porter un « et » non aussi ringard. « Ce n'est pas ton petit-fils, » a répondu Lucas, ferme. « C'est l'enfant de ma femme et de moi. Et il honorera la famille qui m'a élevé, qui m'a aimé, qui m'a enseigné des valeurs que j'ai presque oubliées. » À ce moment-là, j'ai entendu des pas précipités. Chloé était sortie en courant du bureau, suivie par sa mère. Thierry était muet, regardant par la fenêtre les décorations de Noël qui brillaient dehors. « Mon fils », ai-je appelé doucement. Il s'est retourné, et pendant un moment, j'ai vu en lui le garçon qu'il fut. « Je t'aimerai toujours, mais je ne peux plus permettre que tu, ou qui que ce soit, décide de ma vie à ma place. » J'ai sorti de mon sac une enveloppe. « Voici le projet de la Fondation culturelle. Je vais préserver les techniques artisanales que ta grand-mère m'a enseignées, que j'ai essayé de t'enseigner quand tu étais petit. Tu te souviens comme... Tu aimais me regarder travailler la céramique ?» Il a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. J'ai vu ses yeux s'écarquiller en lisant les détails du projet, les investissements prévus, l'impact culturel que nous aurions dans la région. « Tu as prévu tout ça seul ?»« Non, » ai-je souri en regardant Henri. « Je ne suis plus seul. » Lucas s'est approché de Henri, lui tendant la main. « Merci de prendre soin d'elle. S'il vous plaît, continuez à prendre soin d'elle. » Nous sommes sortis du bureau en laissant Thierry et Brigitte en silence. Dans le salon, les employés faisaient semblant de n'avoir pas entendu la discussion. Chloé était dans un coin, consolée par sa mère. J'ai pris mon sac et j'ai marché jusqu'à la porte, mais avant je me suis retournée une dernière fois. « Ah, Brigitte, tu peux faire ce que tu veux avec ce bureau. Je n'ai plus besoin d'une chambre ici. J'ai une maison entière qui m'attend. » À la sortie, j'ai vu la guirlande bleue rangée dans une boîte, celle qui représentait notre famille unie. Mais maintenant, en regardant Henri et en sentant la main de Lucas sur mon épaule, j'ai réalisé que la famille va bien au-delà du sang et des traditions vides. « Mamie, » a murmuré Lucas, « je peux venir te rendre visite dans les Alpilles ?»« Toujours, mon chéri. Et quand ton bébé naîtra, je lui enseignerai toutes les histoires que cette famille a tenté d'oublier. Je lui montrerai comment on fait. De la céramique. Comment on brode avec amour, comment on préserve une culture. » Henri m'a ouvert la porte de la voiture. Avant de monter, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison où j'ai laissé tant de souvenirs. Dans le ciel, les étoiles brillaient plus fort que les décorations de Noël. « Tu sais, » ai-je dit, à Henri alors que nous nous éloignions, « je crois que je vais acheter une guirlande verte pour notre nouvelle maison. »« Verte ?» a-t-il demandé, curieux. « Oui, » ai-je souri, ressentant une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Verte comme l'espoir, verte comme un nouveau départ.
Une année s'est écoulée depuis cette nuit de Noël. Les hortensias, qu'Henri a plantées dans le jardin de ma nouvelle maison, dans les Alpilles, fleurissent maintenant dans des tons de bleu et de rose, encadrant le chemin de pierre qui mène à l'atelier. L'arôme doux des fleurs se mêlait à l'odeur d'argile des pièces de céramique qui séchaient au soleil. En ce matin spécial, alors que j'arrangeais les derniers détails pour l'inauguration de la Fondation culturelle Village des Arts, je me suis surprise à observer mon reflet dans la fenêtre. Mes cheveux étaient toujours grisonnants, mais maintenant je les portais lâchés, tombant en vagues douces sur mes épaules. Je portais un ensemble de lin bleu clair que j'avais moi-même brodé, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai reconnu dans le miroir une femme forte, sereine, maîtresse de sa propre histoire. « Tout est prêt, ma chérie ?» a demandé Henri, entrant dans l'atelier avec un autre vase d'hortensia. Il était devenu plus qu'un compagnon. Il était mon port d'attache, mon complice dans les petites et grandes aventures de cette nouvelle vie. « Presque », ai-je répondu, arrangeant les pièces de céramique sur l'étagère. Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes arrivés jusqu'ici. L'atelier était un rêve devenu réalité. De grandes fenêtres laissaient entrer la lumière. Naturelle, éclairant les tables de travail où nous aurions bientôt des cours de céramique, de broderie et d'autres techniques traditionnelles. Sur les murs, des photographies en noir et blanc montraient d'anciennes artisanes de la région, y compris ma mère et tante Béatrice, préservant une histoire qui a failli se perdre dans le temps. « Madame Juliette !» a appelé Madame Michel, une dame de 72 ans qui serait notre première professeure de broderie. « Il y a une jeune femme devant qui veut vous parler. » Mon cœur s'est emballé en voyant qui c'était, Chloé, avec un bébé dans les bras. Elle était plus mince, moins soignée que d'habitude, et ses yeux évitèrent les miens. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé, sa voix presque un murmure. J'ai fait oui, indiquant une chaise près de la fenêtre. Le bébé dormait paisiblement, enveloppé dans une couverture vert clair. « Lucas n'a pas pu venir », a-t-elle commencé, nerveuse. « Il est à l'hôpital avec sa mère. Brigitte a subi un début d'infarctus hier. Rien de grave, mais... »« Thierry est avec elle ?» ai-je demandé, sentant un serrement au cœur malgré tout. « Non », Chloé a laissé échapper un soupir fatigué. « Ils se sont séparés il y a 3 mois. Après que la banque a saisi l'appartement, Brigitte n'a pas supporté le changement de vie. Elle est retournée vivre chez ses parents. Nous sommes restées silencieuses pendant un moment, seulement le son doux du vent dans les hortensias dehors. Le bébé a bougé, ouvrant ses petits yeux. Ils étaient marrons, comme ceux de mon fils quand il était petit. « Elle s'appelle Béatrice », a dit Chloé, me surprenant. Lucas a insisté, même avec toute la confusion. Il a dit que c'était un hommage à la femme qui a appris à sa mère à être forte. J'ai senti les larmes arriver, mais je ne les ai pas retenues cette fois. Je peux la prendre un peu? Quand j'ai tenu ce petit paquet dans mes bras, quelque chose a changé en moi. Béatrice me regardait avec la curiosité propre, au bébé, ses petites mains essayant d'atteindre mon collier de chaînes argentées. « Pardonne-moi », a dit Chloé soudainement, sa voix étranglée. « J'ai été cruelle avec toi. J'étais tellement préoccupée par le fait de paraître sophistiquée, d'impressionner les gens. J'ai fini par devenir exactement le genre de personne que ma grand-mère m'a appris à ne pas être. »« Ta grand-mère » ai-je demandé doucement. Elle était artisane aussi. Elle faisait de la dentelle au fuseau dans les Côtes-d'Armor. J'avais honte quand j'étais adolescente. Je cachais ça à mes amis riches. Maintenant, elle a regardé autour de l'atelier, les photos sur les murs. Maintenant, je comprends la valeur de tout ça. À ce moment-là, Henri est entré apportant un plateau avec du thé et des madeleines que j'avais faites le matin. Chloé a observé pendant qu'il posait délicatement une tasse devant moi, son regard s'adoucissant en réalisant la tendresse de ce geste simple. « Lucas m'a dit que vous vous êtes mariés », a-t-elle commenté. « Une petite cérémonie dans le jardin ?»« Oui », ai-je souri, en me souvenant de ce jour il y a 3 mois. Seulement les amis les plus proches, le groupe de la bibliothèque, mes élèves de céramique, et Lucas, a-t-elle complété. Il est revenu différent de ce jour-là, plus calme, plus en paix. La petite Béatrice a commencé à gémir, et instinctivement j'ai commencé à la bercer, en fredonnant une vieille berceuse que ma mère chantait. À ma surprise, Chloé a joint sa voix à la mienne.
Sa grand-mère dentelière chantait la même chanson. Le son des cloches de l'église principale a annoncé qu'il était temps. Bientôt, les invités commenceraient à arriver pour l'inauguration de la fondation. J'ai rendu le bébé dans les bras de Chloé, qui s'est levée hésitante. « Est-ce que je peux rester pour l'inauguration ?» « Bien sûr, ai-je répondu, sentant quelque chose se guérir en moi. En fait, nous avons un cours de dentelle au fuseau qui commence la semaine prochaine. Si tu veux… » Ses yeux ont brillé de larmes contenues. « Vous m'enseigneriez ? Comme une grand-mère enseigne à une petite fille ?» Avant que je puisse répondre, nous avons entendu des voix familières dans le jardin. C'était Lucas, qui avait réussi à venir malgré toute la situation de Brigitte. À ses côtés, à ma complète surprise, se trouvait Thierry. Mon fils semblait différent, plus mince, avec quelques cheveux blancs aux tempes qui n'étaient pas là avant. Quand nos yeux se sont rencontrés, j'ai vu en lui quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, du remords. « Maman, il… » a fait un pas en avant, incertain. J'ai vu les affiches de la fondation dans la ville. J'ai lu l'article sur le projet dans le journal. Tu as réussi. Tu as réussi à réaliser ton rêve. Pas seul, ai-je répondu, en tenant la main. D'Henri, je ne serai plus jamais seul. Lucas s'est approché avec la petite Béatrice qui a immédiatement attrapé une mèche de mes cheveux avec ses petites mains potelées. Elle a tes yeux, mamie, cette même lueur déterminée. Les invités ont commencé à arriver. Des artisans, locaux, des autorités de la ville, mes amis du groupe de la bibliothèque qui sont venus spécialement de Paris. Madame Denise, les larmes aux yeux, m'a serré fort dans ses bras. « Tu as réussi, Juliette. Tu as montré qu'il n'est jamais… » Trop tard pour recommencer. Quand est venu le moment du discours d'inauguration, je suis montée sur les marches de l'entrée de l'atelier. Le soleil de l'après-midi colorait le ciel des Alpilles avec des tons de rose et d'or, faisant paraître les hortensias encore plus bleus. Il y a 1 an, ai-je commencé, ma voix ferme. Je pensais que j'étais à la fin d'une histoire, mais j'ai découvert que j'étais seulement au début d'une autre. Cette fondation naît de l'amour pour l'art que nos mères et grands-mères nous ont enseigné, l'amour pour la culture qui coule dans nos veines, l'amour pour la vie qu'il n'est jamais trop tard pour réinventer. J'ai regardé ma famille, non plus la famille qui m'a rejetée, mais celle que j'ai choisi de construire. Henri avec son sourire doux, Lucas avec la petite Béatrice dans les bras, Chloé commençant à comprendre la valeur des traditions qu'elle a un jour méprisées, et Thierry commençant peut-être son propre chemin de rédemption. Bienvenue à la Fondation culturelle Village des Arts, ai-je continué. Ici, nous allons préserver non seulement des techniques artisanales, mais aussi des histoires. Les histoires des femmes qui nous ont précédées, qui ont tissé des rêves en fils et façonné des espoirs en argile. Et nous allons créer de nouvelles histoires, parce que c'est de ça que la vie est faite, de fins qui sont des commencements, de douleurs qui se transforment en art, de larmes qui arrosent des jardins d'hortensias. Quand j'ai terminé le discours, la petite Béatrice a lâché un rire cristallin, comme si elle comprenait la grandeur de ce moment. Dans le ciel, les premières étoiles commençaient à apparaître et dans le jardin, la guirlande verte qu'Henri et moi avons allumée à notre mariage brillait toujours, ne symbolisant plus une famille brisée, mais une nouvelle vie qui fleurit. Comme tante Béatrice disait toujours, « Il y a un temps pour chaque chose dans cette vie, Juliette, et ton temps d'être heureuse, c'est maintenant. »